Donc, bonjour Stéphane, merci de nous avoir permis de vous rencontrer. Pouvez-vous nous dire votre vrai nom et votre vrai prénom? D'abord, je me présente, je m'appelle Stéphane Mbella. Mbella, M-B-E-2-L-A. Ok. Donc ça se dit Stéphane Mbella. Bon. Quel est votre nom artistique, votre blaze? Mon nom artistique c'est Adou, qui est aussi un de mes prénoms en Cameroun. Pourquoi ces trois types d'art et pas d'autres? Ben, c'est ce qui me passionne en fait, c'est les danses qui me parlent le plus et je sais pas, je me sens plus représenté dedans et je me sens à l'aise. Le hip-hop, tout simplement parce que c'est, on va dire, c'était un coup de cœur, vraiment, même un coup de foudre, pas un coup de cœur, parce que je me suis intéressé d'abord à la culture. Ensuite, j'ai découvert la danse hip-hop après. Donc du coup, c'était très souvent, la plupart ils découvrent d'abord la danse hip-hop, après la culture. Et moi, c'était d'abord la culture hip-hop, les musiques, tous les différents styles, tout ce que ça englobe d'ailleurs, le hip-hop. Donc les différentes danses, le locking, break, tout le reste. Et donc du coup, c'était vraiment un coup de foudre. La dancehall, c'était pendant mon adolescence, en France, avec les Red Rat, Buju Banton. C'était vraiment, waouh, c'était une grosse découverte. Bon, c'était plus quelque chose que je dansais, on va dire, dans la vie de tous les jours. Contrairement au hip-hop, c'était vraiment une recherche que j'avais dans le hip-hop. Ensuite, l'afrobeat, on va dire, c'est un retour aux sources en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je dansais déjà quand j'étais petit. Elle ne savait pas ce nom-là. Donc l'afrobeat, c'est un nom plus pour englober plusieurs styles de danse. Mais quand j'étais petit, je dansais beaucoup le dombolo, des danses africaines, donc je dansais beaucoup. Et le fait de retourner vers ces danses-là aujourd'hui, c'est un peu un retour aux sources en fait pour moi. En fait, tu as commencé à danser à partir de quel âge? Tu te souviens ou pas? Je dansais, en fait chez nous c'est culturel, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, par exemple, ma grand-mère elle mettait la musique dans le salon, ça réveillait tout le monde venait, tout le monde dansait, et voilà, pendant 10 heures, et donc en fait c'était ça assez quotidiennement. Donc je ne peux pas définir. Alors du coup, tu as commencé par quelle danse? Est-ce que tu... Je dirais plutôt les danses camerounaises en fait, plutôt afro. Donc, ça a commencé par une passion pour devenir une profession? Est-ce qu'on peut dire ça? J'avais pas pour but de devenir danseur, ni professeur d'ailleurs. Parce que c'était, comme je dis, c'était une passion. Donc je ne le voyais pas spécialement comme un métier, mais c'est ce qui me faisait vibrer. Donc on va dire, c'est la vie qui m'a mené, on va dire, c'est la danse qui m'a prise. Et c'était pas, c'est pas un choix en fait, c'était logique et ça s'est imposé dans ma vie tout seul, naturellement. Est-ce que tu as fait une préférence parmi toutes ces danses ou tu trouves qu'elles sont pas comparables et que tu les aimes toutes autant? C'est bizarre, elles sont pas comparables et en même temps elles le sont. C'est ça qui est difficile à expliquer. D'accord. La dancehall, on va dire, il y a différentes énergies dedans qui te font passer par différentes étapes et différentes émotions. Le hip-hop, c'est un côté un peu plus engagé, plus rebelle, on va dire, c'est plus dur, on va dire. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Et l'afrobeat, c'est vraiment le côté jovial, vraiment l'expression de l'amusement, quoi. Et c'est trois danses que je perçois vraiment de façon différente, que je reçois vraiment de façon différente. Donc c'est pour ça que je prends autant de plaisir à toutes les danser, parce que avec toutes ces danses, je me sens plus complet. Où est-ce qu'on peut te retrouver en tant que professeur? Donc aujourd'hui, je suis un petit peu étalé dans Toulouse. Donc je suis principalement là où j'ai le plus de cours, au centre James Carles. Ensuite, je travaille aussi avec l'association Virivolt, donc là où je pratique la dancehall. La salle de sport Gymnasia m'a contacté, donc Vanessa, une fille qui danse avec moi justement, il leur a parlé de moi. Donc je suis aussi à Gymnasia à Roufiac. Et le dernier, c'est avec Jean-Philippe au studio Hop, Jean-Philippe Delors, c'est une salle de swing à la base.
Mais ils ont voulu lancer le hip-hop parce qu'ils estimaient ça normal, que ça en fasse partie de leur école. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et donc là-bas, on travaille plutôt, j'ai un cours de groove, funk, vraiment où je travaille vraiment sur on va dire, l'attitude du corps, la prise de son, la prise musicale, donc sur de la musique funk. Et avec donc Jean-Philippe Delors, c'est donc une salle qui était à la base, c'est la salle de swing par référence, qui est connue mondialement. Et cette année, ils voulaient vraiment développer le hip-hop. Et donc ils ont fait appel à moi. Et donc ça se passe super bien d'ailleurs. C'est super cool. Et une très très bonne vibes. Et donc aussi, je donne aussi un cours de gros funk où on travaille on va dire, la prise musicale et le groove quoi, différentes façons d'amener ça. Est-ce que tu peux nous énumérer ton planning, c'est-à-dire de telle heure à telle heure et telle journée, vous pouvez me trouver à tel endroit, en tant que prof? Pour énumérer mon planning, on va dire, je vais donner les principales horaires du soir. Ouais, voilà. Ça sera beaucoup plus simple parce qu'en journée, je suis dans différentes activités. Parce qu'il y a des cours individuels aussi, donc cours privés. Donc, je vais dire, les cours du soir, le lundi, par exemple, je suis au centre Tom Scarlett. Je donne 1h15 de hip-hop, enchaîné avec 1h15 de dancehall. Suivi, juste après ça, je file à l'école, l'association Virévolte, qui se situe au niveau des Pradettes, pour donner un cours de dancehall. Le mardi, je suis essentiellement au centre James Carles, donc j'y suis de 18h30 jusqu'à 22h15. Donc c'est là où j'enchaîne justement un cours de hip-hop, j'enchaîne avec un cours de dancehall et un cours d'afrobeat. C'est là où j'enchaîne les trois. Le mercredi, c'est un peu la journée marathon, parce que je commence avec le studio Hop, où je donne un cours justement avec des petits, des jeunes, des ados, où ils sont très motivés, j'aime beaucoup. Et donc ça c'est à 14h30. J'enchaîne directement ici à 16h, à le centre James Carles, et je repars au studio, justement, studio Hop, pour donner le cours de groove funk, qui est lui à 18h30. Jusqu'à 19h30. Voilà. Et pour terminer, Gymnasia c'est le jeudi. Tu vois, donc une semaine bien remplie. Le jeudi à partir de 18h, j'ai des tout petits en dancehall. C'est une section qu'on vient d'ouvrir. C'est tout petit, c'est-à-dire quel âge? Ils ont 8 ans, 8, 9 ans, 8, 9, 10. Et donc du coup j'ai pris cette initiative de faire découvrir la dancehall aux petits, mais déjà par la culture et aussi en faisant travailler de façon, on va dire, plutôt le côté ambiance de la dancehall que le côté, on va dire, roots de la dancehall. Et là-bas, par contre, j'enchaîne 3 cours de dancehall d'affilée, donc avec les petits, les ados et les adultes. Voilà, 1 heure de cours à chaque fois. Est-ce qu'il y a différents partenaires de danse, danseurs ou danseuses que tu pourrais nous citer et qui sont connus au niveau de l'Europe ou de manière internationale? Il y a déjà à Toulouse, on a la chance d'avoir des bons danseurs, par exemple dans la dancehall. On a Boxy qui est ici, qui fait partie du groupe Chisel Manizel, qui je danse avant, Rudy aussi, qui est aussi connu, les deux sont connus internationalement. Ça c'est rien que pour Toulouse déjà, pour moi. Ensuite il y a sur Paris, il y a avec qui j'ai déjà bossé, il y a Cameron, On Shot, donc avec qui je crois c'est un très bon danseur, très bon danseur connu internationalement. Son nom. En fait c'est lui surtout qui a lancé la dancehall au niveau du grand public en France. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et c'est lui qui a commencé à faire les premières vidéos de danse en dancehall. Et donc on va dire les dancehallers français lui en doivent pas mal parce que c'est lui qui a lancé quand même le mouvement. Ensuite, sur Paris avec qui je bosse, Pandémie, justement, qui est une fille, là pour le plein de tout ça, c'est une des seules.
pandémique qui vient de Grèce en fait, qui évolue sur Paris maintenant, qui est une très très bonne danseuse dancehall. Elle a son univers et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vraiment. Et ça c'est pour en grande majorité qui vraiment sont connus internationalement. Et, voilà, ou sinon il y a aussi mon pote Rafa. Rafa que j'adore, Arnaud d'Espagne, ils sont des danseurs d'Espagne que j'adore et avec qui on a vraiment une très très bonne alchimie, une bonne fusion. Et après, je pourrais t'en citer énormément. En fille, il y a Joanne qui est de Marseille à la base et c'est une danseuse incroyable, incroyable, incroyable. Il n'y a pas beaucoup, justement, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui la connaissent, ce que je trouve bizarre un peu. Mais c'est d'ailleurs c'est une des plus fortes au monde pour moi. Et elle arrive à aller plusieurs styles. Tu vois, ce qu'on appelle nos badman, donc un peu garçon, et Gial, donc fille. Elle passe d'un univers à l'autre en claquant des doigts et je trouve ça wow, magique. Donc je pourrais t'en citer encore plein, il y en a beaucoup encore à citer. Je pense qu'on va s'arrêter là, non? Si. On fait encore là. Si, non, c'est bon. D'accord. Où est-ce que tu as pu aller faire des prestations en tant que chorégraphe ou danseur? Est-ce que tu es allé dans d'autres pays ou est-ce que tu as fait plusieurs villes en France? Ben, j'ai la chance qu'avec la danse, ça m'a permis vraiment de beaucoup voyager. J'ai beaucoup voyagé autant en tant que danseur, chorégraphe. On va dire, je débute en tant que chorégraphe. Donc, je prends mon temps. Je ne veux pas précipiter les choses. Mais en tant que danseur, oui, j'ai beaucoup plus bougé. J'étais à l'île de la Réunion, c'était un coup de cœur, c'était la folie. J'étais aux États-Unis, à New York, j'ai été à Bruxelles avec le couple décalé de la compagnie James Carles. J'ai fait beaucoup de villes, quoi. Ok, ça suffira. Ouais, parce que je peux t'en citer encore en France, on a fait le tour de la France déjà, avec la compagnie Densité aussi, on a joué partout en France. Donc ouais, je peux t'en citer encore. J'ai fait une bonne partie du monde déjà, rien qu'avec la danse, quoi. Est-ce que, à travers, quelle que soit la danse que tu fais, tu peux exprimer un ou plusieurs messages, rien qu'en te voyant danser en fait? Il y en a, ouais, beaucoup. Toutes les pièces, justement, ça qui est un peu bizarre, je ne l'ai pas fait exprès, mais toutes les pièces dans lesquelles j'ai joué sont des pièces souvent très engagées, ou qui ont un double message. La pièce de coupé décalé a un double message par rapport à la France-Afrique, tout ça. Par exemple, avec la compagnie Densité, on a une pièce, enfin, c'est une idée qui m'était venue qui s'appelle le concept après, il est arrivé après, qu'on a appelé Kiff l'équilibre, mais c'était par rapport à la malnutrition en fait. Donc en fait, j'ai eu pour idée, je leur ai dit, avec la compagnie Densité, ce serait bien de travailler dessus, de trouver un spectacle pour justement parler de tout ça. Parce que moi, je me sens le premier concerné justement quand ils ont parlé de manger équilibré, une très bonne nutrition. Je dis c'est dommage qu'on n'arrive pas, nous, en tant que danseurs, à véhiculer aussi ce type de message. Donc du coup, on a eu l'aide de Karim Ambar de la compagnie Accor d'Avignon qui était venu nous aider à créer cette pièce. Et c'est une pièce qu'on a énormément tournée parce qu'elle parle vraiment de malnutrition, de mal-être, et aussi en même temps elle parle de rejet des autres. Ça parle aussi d'image, ça parle de tout ce qui est console, écran. Et c'est un spectacle, on a été assez surpris qu'il ne tourne pas plus que ça. On a tourné quand même pendant un bon moment, mais qu'il n'y ait pas plus de dates enchaînées en fait. Parce que c'est un fait d'actualité. Et cette pièce, elle est bien montée, elle est bien construite, sans prétention, vraiment, moi j'estime qu'elle est bien amenée, les propos sont bien amenés, et c'était constitué en 3 étapes. Il y avait donc le spectacle, suivi d'un débat avec les jeunes, et ensuite on les amenait vers un atelier, donc on les amenait à faire du sport. Et c'est une pièce vraiment qui m'a... C'était un sujet pour moi qui était important. Voilà.
Est-ce que tu vois d'autres messages qu'on devrait faire passer par la danse et qu'on n'a toujours pas fait passer? Euh, il y en a. Je pense que ce serait difficile, mais ouais, par exemple, quand on dit aux jeunes, par exemple, autant ne mangez pas tel produit et tel produit, il faudrait leur dire réellement les conséquences en fait, parce qu'on dit ne le faites pas, mais on pousse pas en fait, on pousse pas vraiment à les amener dedans. Et par la danse, je pense qu'il y en a beaucoup malheureusement ne veulent pas forcément ça. Très souvent, quand ils vont voir un spectacle de danse, ils ne veulent pas spécialement un truc à engager ou quoi que ce soit, ils veulent juste du divertissement. Et ça, je l'ai vu, j'ai vu des pièces de spectacle qui tournent aujourd'hui dans le milieu hip-hop, où il y a quatre cabrioles, ça soit à droite, c'est limite du cirque, et, et ça, le propos est nul. Tant que ça divertit, on voit des gens qui sont partout, et ça fait déjà un cri waouh, et c'est tout en fait. Et c'est là où ça m'a mis une claque, parce que je me suis dit, en fait, c'est vrai, les gens n'ont pas envie qu'on leur dise vraiment les choses, quoi. Tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça m'a attristé en fait sur le moment. Ça m'a vraiment attristé. J'ai vu des pièces où ça finissait avec un stand innovation, alors que les mecs se sont mis torse nu, ils ont bu de l'eau, quoi. Tu vois, j'étais là, j'ai dit, mais toute une salle se lève en mode stand innovation, j'ai dit, waouh. Et pourtant, j'ai vu d'autres pièces beaucoup plus engagées où. Est-ce qu'on peut dire selon toi que le spectateur, de manière générale, et celui que tu as pu voir lors de tes prestations ou quand tu allais voir des spectacles, préfère un divertissement à une éventuelle leçon de morale? Divertissement. Franchement, partout où je suis passé, divertissement. Les gens préfèrent beaucoup se divertir que le moral en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen, avec la danse, de faire passer une ou plusieurs leçons de morale, mais de présenter la scène comme un divertissement? Oui, notamment ce qui s'est passé avec les deux pièces donc j'ai en tête, donc avec la compagnie James Carles, la pièce de coupé décalé, parce qu'elle parle de choses importantes, elle parle justement de l'image du noir, de la monnaie, elle parle dans cette pièce, on utilise aussi notre propre langage à nous, parce qu'on a aussi notre langage, hormis le français. Le français, c'est ce qu'on nous a appris, mais on a notre propre dialecte. Donc du coup, dans cette pièce, on parle avec notre dialecte aussi. Et donc cette pièce-là et la pièce qui fait l'équilibre avec la compagnie de densité, qui pour moi sont vraiment alors d'aujourd'hui, deux problèmes phares quoi, quand on voit par exemple ce qui se passe là par rapport à l'esclavage. Donc la pièce de coupé décalé, elle traite vraiment de ça. Et l'autre, quand on parle des écrans, faites attention si on nous montre à la télé, par rapport au fait de manger, quand on nous parle du diabète, ben, la pièce, tu vois, qui fait l'équilibre, pour moi ces deux pièces, c'est vraiment ce qui se passe quoi. Et pour moi, je trouve ça fou que justement, il n'y ait pas plus de théâtre qui viennent chercher ces pièces-là. Et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment dommage parce que il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, il y a un vrai traitement dedans où vraiment on parle des choses de façon. Il y a le côté danse, le côté où vraiment on s'amuse, mais il y a aussi le propos qui est intéressant. Tu vois. Et est-ce que, selon toi, c'est facile ou difficile à faire passer le propos à travers la danse devant un public lambda? Faire passer le propos à travers la danse, non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de tourner avec après. De tourner avec après. Tu vois. Parce que tout le monde ne va pas te l'acheter. Mais par contre, si tu fais un gros truc dans le divertissement, t'es quasiment sûr qu'on va te l'acheter. Et le problème, c'est un peu là. Quoi. Okay. Est-ce que tu as des messages à faire passer aux personnes qui voudraient faire carrière dans la danse ou simplement s'y mettre parce que c'est leur passion? Pour ceux qui veulent s'y mettre dans la danse, parce que c'est quelque chose qui leur plaît, je leur dis franchement foncez quoi. Vraiment, foncez parce que ce que vous allez vivre en termes de richesse et même de quête intérieure, c'est fou, c'est vraiment fou. Pour moi, c'est là où vraiment tu vas prendre le temps sur toi que sur les autres. Donc franchement, je vais leur dire foncez
foncer et surtout de croire en eux en fait. C'est ça qui est vachement difficile, c'est les bâtons dans les roues. Beaucoup de gens taclent facilement en France. Taclent beaucoup, n'encouragent pas beaucoup, taclent beaucoup. Et quand tu montes, on veut toujours. Est-ce que tu as vu une différence quand tu es allé en Amérique, à New York? Ça n'a rien à voir. On te valorise là-bas ou pas? Ah oui, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. La mentalité est complètement différente. Est-ce que tu pourrais dire qu'ici on aurait tendance à tacler en France, alors qu'à New York on serait plus dans valoriser C'est même pas besoin d'aller jusqu'à New York, hein. C'est juste quand on sort de la France, franchement. Ah oui. Par exemple, tu vas en Espagne, tu es beaucoup plus encouragé, tu vois, beaucoup plus. Et ça, tu sais, il n'y a même pas besoin. En France, je ne sais pas pourquoi les gens ont cette tendance à ne pas encourager d'autres, à jalouser ou à vouloir te descendre ou vouloir prendre ta place en fait. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde, mais j'arrive pas à comprendre ça en fait. Donc moi je dis à tous ceux qui dansent, ou ceux qui veulent danser, foncez. Franchement, il faut croire en vous et malgré tout ce qu'on peut vous dire, écoutez surtout les bons conseils, triez parmi tous les conseils que je vous donne, mais vraiment il faut croire en vous. Quoi. Parce que combien de fois moi-même on m'a taclé au début, on m'a vraiment descendu, en me décourageant en me disant ouais, t'es trop gros, t'arriveras jamais à faire ça, t'es trop mou, tu bouges pas assez vite. Ou, on m'a vraiment descendu au début, et, mais aujourd'hui. Ben, t'es là. Voilà. Est-ce que tu penses que tous les danseurs qui se mettent dans la danse et on va dire qui réussissent ont forcément un style à eux ou comment dire? C'est pas la peine d'avoir un style pour réussir en danse. Malheureusement, c'est triste, mais malheureusement, il n'y a pas besoin d'avoir un style pour réussir. Et c'est triste parce que ça, s'il n'y a pas d'identité, pour moi, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vois pour faire des plateaux télé, ils te demandent rien, ils ont rien à foutre de qui tu es. Tu vois, c'est tant que tu as une plastique qui correspond à ce qu'ils recherchent, t'es filiforme et ça passe. Et moi, c'est ça que je trouve dommage et triste. C'est-à-dire qu'il y a des danseurs qui sont différents, au lieu justement de valoriser la différence et au contraire, montrer que c'est beaucoup plus riche, mais on a tendance à sectariser, de mettre dans des cases. Ouais, et c'est dommage. Et non, pour ma part. Dernière question. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que tu aurais, et là je parle en dehors de la danse, est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous ceux et celles qui peuvent te regarder ou t'écouter à travers cette vidéo? Ah oui, pour ceux qui m'écoutent à travers cette vidéo, c'est si vous voulez me connaître, venez me rencontrer. On dit, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui, enfin, peu importe. C'est en gros, si vous voulez me connaître, venez me rencontrer, tout simplement. Je suis accessible, je suis ouvert. Redis la phrase, si vous voulez. Si vous voulez me connaître, venez me rencontrer. Voilà. Non, si vous voulez vous connaître. Quoi? T'as dit si vous voulez vous connaître. Si vous voulez me connaître. Ah oui, vas-y, redis la phrase. Si vous voulez me connaître, venez me rencontrer, tout simplement. Et je pense que c'est tout le mieux. Très souvent, c'est ça. Venez juger par vous-même. C'est-à-dire que même moi-même, quand on me dit ouais, tel, j'aime pas comment il donne des cours ou autre, je vais voir. Je vais d'abord prendre le cours, je vais voir par moi-même, je me déplace. Et je parle avec la personne, je vois. Et si je n'aime pas, ben je n'aime pas. Point. Moi, je saurais que je n'ai pas aimé. Parce que voilà, j'ai mes raisons. Mais prendre les raisons des autres pour se les approprier et de dire aussi j'aime pas, par moments, ça peut vous faire rater beaucoup de choses. Et c'est un petit peu le problème que je vois un peu partout. Très souvent, les gens ils se contentent juste de ah, on m'a dit que. Et très souvent, mais, si par exemple, si telle personne a les clés pour te faire avancer et te faire réussir, va la rencontrer. Mais ne te fixe pas à ce qu'on t'a dit de la personne. Moi, tous les jeunes même que j'entraîne, je leur dis, allez voir par vous-même, faites. Ils me disent, ouais, mais j'ai pas envie, mais va voir, c'est toi qui vois, après tu décides. Mais moi je suis pour que les élèves vraiment, même que les gens, faut aller voir les gens, faut aller
Comme ça, au moins, il y a que comme ça que tu choisiras, tu sauras ce qui te va, ce qui te correspond ou pas, et la direction que tu veux prendre en fait. Merci Stéphane Nadou de nous avoir reçus. À bientôt. À bientôt. Ça va.